Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. C'est le retour du soleil du côté d'Alger. Et oui, ça marque aussi le début du printemps. Le 21 mars, c'est aussi la journée des forêts, la journée de l'arbre. Et à cet effet, nous recevrons sur ce même plateau des représentants de la société civile, mais également des représentants de la Direction générale des forêts qui veillent au grain par rapport à cette source de vie, l'arbre. Donc l'arbre, sa sève, tous ces bienfaits pour la nature, pour l'environnement, pour la survie de la planète et notre propre survie. Donc on en parlera amplement avec nos invités tout à l'heure, notamment les représentants de l'association Tuisa, donc qui prévoit un très riche programme à l'effet de la célébration du 21 mars. Et puis, le 21 mars, mesdames, messieurs, coïncide également avec la journée mondiale de la trisomie 21. Et justement, tous les proches des personnes atteintes par cette maladie, mais également les chercheurs, le personnel de la santé de manière générale, fédèrent les efforts à l'effet de sensibiliser à l'inclusion, aussi aux droits de ces personnes et aussi le droit à l'épanouissement dans les différentes sociétés de la planète. Donc on va en parler grâce à la présence parmi nous des représentants de l'association Tanit ce matin. Et puis, dans cette matinale, nous aurons le plaisir de profiter de la présence en Algérie d'un représentant de la diaspora algérienne installée au Canada. Il s'agit du fondateur de l'orchestre de Chabi de Montréal, donc en l'occurrence Mourad Tolbi, qui sera parmi nous pour parler de cette très belle expérience musicale qui fédère pas moins de 21 musiciens, dont une femme, et vraiment qui s'est fait connaître, qui essaye de perpétuer cette tradition ancestrale du Chabi, de l'Andalou, dans un pays qui ignore tout de notre culture. Donc on racontera cette histoire en particulier avec notre invité Mourad Tolbi dans un petit instant. Les histoires, elles nous en racontent plein, des mythes, des rites, des légendes. Il s'agit de Siam Kenouch et aujourd'hui elle a choisi justement de parler du rituel des bougies. Je n'en dirai pas plus parce que elle le racontera beaucoup mieux, vous le verrez bien. Merci encore une fois à ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous souhaite une agréable journée, aussi un bon début de printemps, profitez-en. Donc ça va fleurir bientôt, mais déjà le soleil est là. Et elle est là aussi pour nous parler de ce soleil et de la température d'aujourd'hui, aussi de ce que nous racontent les cartes météorologiques. Il s'agit d'Amel Aribi. Alors, c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. Oui. Ouais, très bien. Voilà, j'imagine votre joie, mais il y a eu quelques pluies ces jours-ci. Ah, oui, oui. Il y en aura encore demain. Oui, certainement. Aujourd'hui, c'est un petit répit. Mais c'est comme si que la Dame Nature avait voulu qu'aujourd'hui ce soit ensoleillé pour Premier jour toutes les de printemps. personnes, voilà, Oui. pour toutes ces personnes qui vont planter des arbres un peu partout. Ah oui, c'est idéal, oui. C'est l'idéal Oui. pour ces sorties ô combien bénéfiques pour la nature. Ah oui, oui, oui. Avec des températures clémentes aujourd'hui. Hein. Oui. Très Alors, printanière. la précision de la précision, s'il vous plaît, maintenant. Allons-y, Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, excepté de la brume en ce début de matinée, sur les régions intérieures de l'Est, eh bien, le temps restera passagèrement nuageux. Sur les côtes centre et Est, quelques pluies prévues. Sur les régions de l'Ouest et pratiquement l'ensemble des hauts plateaux, et excepté aussi quelques voiles vers la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. Eh bien, ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Et à noter quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau de l'Ouest et le centre et des soulèvements de sable vers la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental et le Sahara central. Les températures, eh bien, elles seront plutôt clémentes pour un premier jour de printemps, avec toutefois un minimum de 13 degrés du côté de Tébessa, 14 Albir des Djelfa, 17 degrés Constantine, 20 degrés Tizi Ouzou également Oran, Tlemcen, 18 Tiaret, 21 Naba, 22 degrés du côté d'Alger. Au sud, eh bien,
on relèvera 21 degrés à Biskra, 22 Gardaya, 29 Ilizi, également Insalah, 27 à Tamanrasset, 30 degrés à Drar Djanel, 31 à Tindouf, 33 degrés vers Borj Badji Mourtal et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 38 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes centre et ouest, mais très agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest de secteur sud-ouest. 20 à 40 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur est et 30 à 60 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est à sud-est. Et pour aujourd'hui, eh bien, le coucher du soleil se fera vers 19h et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente journée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous poser une question. Savez-vous depuis quand on célèbre un petit peu la forêt et l'arbre dans la planète? Aucune idée, non. Voilà, ça remonte en fait aux années 70. Alors pour la petite histoire justement, on va un petit rappel historique de cette date qui commémore justement, enfin qui donne toute sa valeur à l'arbre, source de vie. Il s'agit donc d'une décision prise par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. C'était un 21 mars, il y a très longtemps, vers les années 70. Et puis bien sûr, celui à qui on doit justement cette idée de fêter la nature, c'est bien John Sterling Morton, c'est un Américain. Donc ça a débuté d'abord aux USA, donc avec ce secrétaire d'État à l'agriculture, aidé par Robert Furness, qui décide, lui, de planter des arbres le 10 avril 1872 à Nebraska City. Voilà. L'idée est venue de là, et puis petit à petit, on a créé une fête, et puis après, la FAO, vers les années 70, a décidé que ce serait une journée, que le 21 mars serait une journée mondiale complètement dédiée à la forêt et à l'arbre. Voilà. Ben, c'est bénéfique aussi pour la nature. C'est bénéfique pour la nature, ça préserve la vie, ça préserve aussi notre avenir. On respire avec les arbres. Ce sont eux les garants de la continuité de notre survie sur la planète, bien sûr. Ça limite le réchauffement climatique, ça évite beaucoup de problèmes et dont on parlera tout à l'heure avec nos invités, mesdames, messieurs. Merci encore, Amel. C'est moi qui merci. Voilà, on a parlé de Dame Nature et quoi de mieux que de savourer de belles images. C'est un montage qui est proposé par Sophia Chouban ce matin qui nous fait balader à travers les arbres d'Algérie.
une fois, bienvenue à tous. Aujourd'hui, la planète entière célèbre la journée de l'arbre, à l'instar justement de tous ceux qui célèbrent cette journée. Nous prenons part à l'ensemble des actions qui sont déployées à l'effet de mettre en valeur cette source de vie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir justement à cet effet Monsieur Chihaoui Abdrahman, expert de la Direction générale des forêts. Bienvenue. Voilà, vous êtes accompagné ce matin. En fait, vous êtes venus séparément, mais vous partagez le plateau ce matin parce que vous parlez d'une thématique qui vraiment converge. Monsieur Kaïd Youssef, secrétaire général de l'association Twiza, est parmi nous. Et justement, c'est également une association qui fait partie d'un grand réseau, Can Arab World. C'est ça. Bonjour, et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, tout le plaisir Merci. est pour nous. Il est réciproque. vrai que la Direction générale des forêts, c'est vraiment le garant de la survie des arbres et des espèces donc, qui vraiment vivent dans cet écosystème algérien. Donc on est très content de vous recevoir et à travers vous, on rend hommage à toutes ces dames et tous ces messieurs qui se déploient sur le terrain au quotidien. Pour vous, la journée, c'est dans une continuité qu'elle s'inscrit, n'est-ce pas? Je vous en prie. Donc, je vous remercie pour Oui. ce bouquet de fleurs pour les C'est femmes forestières Oui. à leur place. Donc, je vous remercie. Sauf que cette journée, c'était la journée de l'arbre, mondiale de l'arbre. Oui. Maintenant, depuis 2012, c'est la journée internationale de la forêt. De la forêt, tout à fait. De la forêt, tout à fait. C'est plus vaste. Et le thème de cette année, c'est un thème qui lui va sur mesure. Donc, c'est la production et la consommation durable. Oui, tout à Donc, fait. c'est ça. C'est le vrai thème de cette forêt. Oui, c'est vrai. Donc, chez nous, enfin, nous sommes les garants, comme vous avez dit. Donc, on fait des actions. Surtout, toutes les actions, c'est pour la sensibilisation. C'est vrai que vous disiez que c'est vraiment pour le développement durable. La forêt contribue justement à la survie de la planète. On peut citer d'ailleurs un exemple. On va partir peut-être du côté de l'Amazonie. L'Amazonie, par exemple, cette forêt en particulier, chaque année, chaque hectare de forêt permet de stocker 50 tonnes de carbone. C'est dire que ça va limiter un petit peu toute cette agression justement de la couche ozone. D'ailleurs, quand ils ont un peu agressé cette forêt, oui. C'est là où il y a eu le réchauffement climatique. Il y a eu le truc, le trou, oui. l'ozone, là où tout passe par là-bas. Donc, ils ont un peu blessé cette forêt, et par cette forêt, ils ont blessé notre couverture qui est la couche d'ozone. C'est vrai. C'est vrai que l'arbre est, on le dit, source de vie pour une raison bien particulière, c'est qu'il permet aussi la production d'oxygène. C'est ce qui protège un peu les espèces. D'ailleurs, la forêt amazonienne, elle est appelée le poumon du monde. C'est le poumon du monde. Et dans chaque pays, ils ont leur poumon, oui. dont ils sont susceptibles. Donc ils sont obligés de le garder, oui. Sinon on n'aura plus d'oxygène. Comme l'oxygène, on a vu, quand il y a manque d'oxygène, il y a des morts. Oui, on l'a vu. C'est vrai, la pandémie a révélé cet aspect en particulier. D'accord. Voilà. La pandémie, c'était l'oxygène. Tout à fait. Donc l'oxygène, nous, on a cet oxygène, elle est partout. Oui, elle c'est est partout vrai. sur Terre, donc il faut en profiter, tout simplement, et ne pas la casser, sinon on casse notre vie. Oui, c'est vrai que l'arbre permet la protection de la planète, permet aussi la protection des cours d'eau, la protection des espèces qui font de la forêt leur refuge et leur réceptacle et leur habitat. Bien sûr. Bon, la forêt dans tous ses aspects. Donc c'est un réservoir d'eau d'abord. Oui, tout à fait. Après l'oxygène, c'est un réservoir d'eau. Tout à fait. Donc c'est par le système racinaire, les feuillages. Il y a comment dirais-je? Donc voilà, bon, c'est un réservoir d'eau, réservoir d'oxygène. Et en plus, c'est un lieu de vie. Tout à fait. Si on s'en passe de cette forêt, on ne pourra pas vivre. Oui, absolument. Il faut même, malgré qu'il y a eu tous ces développements, tous ces trucs, mais la forêt restera forêt. Oui. Si on détruit la forêt, tout ce qu'on a fait comme avance dans l'écologie, dans le truc, donc ça va partir.
C'est le point de départ, c'est aussi le point de départ pour les actions citoyennes qui sont justement destinées à la préservation, aussi à la sensibilisation sur l'importance de ces écosystèmes. À l'instar de votre association, donc Tuisa, qui fait un travail fabuleux depuis des années sur le terrain. Et cette journée est particulière pour l'association. Cette journée, elle est très importante par rapport à sa valeur symbolique et sa valeur très importante par rapport à l'accès à l'oxygène et même à la biodiversité. Quand on parle du reboisement, je vais vous citer les dernières résolutions de la COP26. Parmi les dernières résolutions de la COP26, c'est le reboisement comme solution à l'ensemble des problèmes climatiques. Donc, maintenant, c'est à nous, en tant qu'acteurs, à l'ensemble des acteurs et même surtout la société civile, de participer activement au reboisement par des actions. C'est pour ça que l'association Tuisa, qui milite depuis plus de 28 ans, on a toujours des actions dans ce sens, mais on va lancer le 26 mars, Inch'Allah, 2 actions en simultané. Ça sera une action au niveau d'un CEM d'Alger, au niveau de la commune de Darbeda, CEM Zahawi, et une action au niveau d'une cité, très ancienne cité Djabjmaa, au niveau de Badjarrah. D'accord. Alors, comment allez-vous intervenir dans ces 2 sites séparément? Le choix, il est fait sciemment. Par rapport à quoi? Par rapport à de faire participer au maximum la société civile dans l'ensemble de ces acteurs. De faire participer en même temps les élèves du CEM, leurs professeurs et les parents d'élèves aussi. Et aussi faire participer les habitants de la cité. Parce au sein même de la structure ou alors à l'extérieur? Au sein du CEM, même de la structure, parce que ils ont un espace qui, un espace qui n'est pas utilisé. Pourquoi pas planter des arbres, et ça sera utile pour le CEM et aussi pour la cité. Et on va lancer d'autres actions en parallèle, parce que demain c'est la journée de l'eau. Et ça sera des actions parallèles, des ateliers de sensibilisation en même temps. On va planter ensemble, on va inculquer la culture du respect et la culture de l'éducation environnementale pour nos enfants. Très bien. Et faire participer au maximum l'ensemble des acteurs, pourquoi pas les responsables, les élus, même les comités de quartier, ça comme ça. Et je vais vous dire, l'action du reboisement, les 2 actions vont être quand même bonnes, parce que on a le slogan de dire un arbre pour chaque citoyen. Donc au niveau de la cité, vous allez procéder de la même façon. Vous allez impliquer la population qui vit dans cette cité pour justement prendre part à cette locomotive qui est guidée un petit peu par Tuisa. Et aussi la responsabiliser pour la suite. Oui. Parce qu'il faut entretenir ces arbres. Entretenir et aussi éduquer par rapport aux générations à venir. Et ça fait partie du développement durable de la cité et même du pays aussi. Voilà, absolument. En tout cas, pour ce qui est de l'exemple de l'école, il faut dire que l'école contribue depuis quelques années à cet effort de sensibilisation à la nature, son importance, à la manière dont on traite un arbre, dont on le plante, dont on l'entretient. Et c'est vrai que vos actions ont été souvent dirigées vers l'enfance la plus... Voilà. Bien sûr, parce que tout commence par les plus jeunes. Oui. Et dès qu'on va inculquer la culture du respect à l'environnement, la culture du partage, de l'entraide, de Tuisa, donc l'enfant va être responsable et va agir pour le bien-être et pour sauvegarder son environnement et être un bon citoyen et participer à des actions très actives par rapport à l'ensemble des actions, surtout dans le cadre de la préservation de l'environnement et de participer au développement durable. Et justement, on parlera aussi de l'apport de la direction des forêts dans cette optique en particulier. Après ce reportage que nous allons découvrir ensemble, il est signé Lila Benaïcha, qui nous emmène vers la forêt de Baïnem pour les préparatifs de la célébration de la journée dont on parle justement le 21 mars. Pour la célébration de la journée mondiale de la forêt et de l'arbre, la Direction générale des forêts a souligné un programme de reboisement et d'entretien de ces espaces forestiers. La forêt de Baïnem ou le poumon d'Alger, avec sa riche faune et flore, fidèle à la coutume, a déjà entamé ses préparatifs pour l'événement. Nous avons choisi cette forêt-là pour démontrer un peu le rôle de la forêt
que joue la forêt de Baïnem à travers la wilaya d'Alger. Donc elle est située à l'est de la wilaya d'Alger, à 15 km à l'est de la wilaya d'Alger. Elle se situe sur le massif de Bouzaraya. La superficie est de 504 hectares avec le prolongement du massif vers la forêt du 19 juin qui fait 288 hectares. Donc la forêt elle est constituée de différents arbres qui sont un cortège floristique diversifié qui a un rôle à jouer dans l'écologie. Et donc nous avons de l'eucalyptus, du pin, du cyprès et tout un cortège floristique qui suit ces arbres. Elle a 3 rôles à jouer. Le premier rôle, c'est le rôle scientifique, donc tout ce qui est étude par les universités d'Alger et la recherche. Elle a un rôle de protection. Elle protège l'agglomération de Hmemet qui se trouve en aval de la forêt, du nord de la forêt. Elle joue un rôle de récréatif qui est donc tout ce qui est les randonnées des citoyens, la visite des citoyens, donc les aires de pique-nique et les aires de récréation avec tout ce qui est aires de jeu. Sur le terrain, les équipes de conservateurs des forêts et des travailleurs se sont déjà déployées. Chacun sa tâche, débroussaillement, désherbage, traçage, piquetage, ouverture de potées. On prévoit de planter 500 arbres le 21 mars. Nous avons choisi une placette qui est destinée à la récréation et c'est une aire de pique-nique. Cette parcelle devra recevoir, Inch'Allah, donc une plante, 500 plants ornementaux le jour du 21 mars. Nous avons ouvert environ 500 potées qui devront recevoir les 500 plants. Les plants qu'on doit mettre sur place, c'est du Pittosporum et du Myoporum. C'est des plantes d'ornement pour former une haie. Outre son programme de reboisement, la Direction générale de la forêt de Baïnem veut impliquer le citoyen dans son action de sensibilisation à l'importance de l'arbre dans notre vie et celle de notre écosystème. La plantation sera réalisée par les établissements scolaires, les associations à caractère qui jouent le rôle de protecteur de l'environnement, les scouts et la présence des autorités locales et militaires. La générosité de la forêt n'est toujours pas bien récompensée en constatant ces comportements d'incivisme qui participent à sa détérioration. Les responsables tirent l'alarme et stimulent les consciences pour protéger ce patrimoine naturel. La forêt, une production et une consommation durable. تحت هذا الشعار نتوجه كل مواطن وكل زائر لهذه الغابة أنه يحافظ عليها. نتكلم عن الأكسجين وراهم شافوا وعاشوا في البريود تاع وين كان لو كوفيد 19 وين شافوا الأكسجين كينقص كيف ماذا حدث للإنسان. ما بالك إذا حدث وقضينا على الغابات هذو فهنا الحياة تحبس وهنا أكسجين طبيعي ربي عاطينا طبيعي. La forêt est un espace magnifique de détente, une soupape à la pollution citadine qui ne demande que respect et protection. Voilà, c'était là un reportage signé Lila Benaïcha qui nous parlait de cet arbre purificateur d'air et source de vie, justement. Et nous étions sur la lancée avec nos invités, en l'occurrence, donc Monsieur Qaïd, ici présent, Youssef, qui représente l'association Tuisa, et également Monsieur Cheikhaoui Abdelrahman, expert de la Direction générale des forêts. Voilà. On voit la préparation au niveau de Baïnem, donc un des poumons d'Alger, qui va être un exemple reproduit dans différentes wilayas, j'imagine, dans les différents parcs, dans les différentes aires, justement, forestières. Si on prend qu'Alger, oui, allez-y. Hein, on a eu 4 actions. Très bien. 4 grandes actions. La première, c'était les plantations de sensibilisation. Très bien. Qui a touché environ... je m'excuse, plus de 50 sites
D'accord, 50 sites, c'est pas mal. 50 sites, 50 établissements étatiques. On a 20 associations et comités de quartier. Très bien. On a les établissements éducatifs, on est parti jusqu'à presque 200. Voilà, excellent. C'est vrai que la Direction générale des forêts accompagne en général toutes les bonnes actions, celles des associations du mouvement associatif en l'occurrence, ou celles des initiatives citoyennes comme ça, quelles qu'elles soient. Vous ouvrez les portes toujours, ça, on le sait. Bien sûr, bien sûr. Justement, on tient à vous saluer par rapport à votre partenariat et votre aide aussi. Oui. C'est-à-dire que cette année, on n'est pas arrivé à le faire parce qu'il y avait un autre programme. On a détourné un peu. On avait un programme, le My Day, Green Days. Enfin, Green Day, oui. My Space is Green. Oui, My Space is Green. Pendant plus de 10 ans. Oui, tout à fait. C'est une participation avec plus de 20 associations. Alger, je parle Tout à fait. C'est des associations qui, à chaque fois qu'on sort pour planter, ils ramènent leurs activités avec eux. Très bien, oui. Et c'est des activités de sensibilisation. À chaque fois, on avait un thème. À chaque fois. Même quand on est arrivé à la récupération. Oui, tout à fait. Le recyclage. Le recyclage. Oui, de tous les déchets de la forêt, effectivement. Avec des associations, il y a des idées qui sont bien protégées à l'intérieur. Ils font des merveilles. C'est des enfants qui donnent leur... Nous, on est là pour les guider, leur donner plus d'idées. Mais leurs idées, elles sont très valables. Elles sont valables, effectivement, et c'est vrai que c'est bien ce partenariat, cet échange justement d'expérience. Vous êtes là, vous expliquez davantage, vous orientez, vous sécurisez les espaces qui sont investis par les associations et ça vous facilite déjà dans votre mission l'action escomptée ou désirée. Donc c'est bien. Bien sûr, parce que même le résultat, on le voit. Oui. Il n'y a plus de saccage. Très bien. Tout ce qu'on plante, il est entretenu par des citoyens. On n'est pas obligé d'y aller. Tout à fait, monsieur Chiraoui, pardon. Et donc, voilà, on terminera avec l'association Tuisa qui, elle, vraiment rejoint toutes ces voix qui s'élèvent dans le monde pour dire non à l'agression, voilà, l'arbre, c'est une source de vie, il faut la préserver. Donc, vous n'êtes pas isolé de ce mouvement planétaire, n'est-ce pas? Bien sûr, on fait partie du plus grand réseau au niveau mondial, c'est le réseau Can Arab World, et je suis personnellement le secrétaire général de ce réseau. Donc, parmi les actions, c'est la préservation et la formation des sociétés civiles arabes pour la sensibilisation par rapport au changement climatique, et aussi de faire participer à des actions communes. Donc, par exemple, un arbre pour chaque citoyen, ça sera le lancement à partir de l'Algérie qui sera relié à travers plusieurs pays arabes, et aussi ça sera des actions et partage de retours d'expérience. Et ça c'est très utile par rapport à la société civile pour être présente dans des actions au niveau mondial et international, et pourquoi pas trouver des solutions parce que les changements climatiques, quand on dit changement climatique, il n'y a pas de frontières. Tout à fait, ça concerne la planète tout entière. En tout cas, bravo pour tout l'ensemble justement des bénévoles de l'association Tuisa, représentés aujourd'hui par vous. Et n'oubliez pas de planter un arbre. Oui, ben, j'espère. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement de le planter. Il faut planter et entretenir la vie de cet arbre. Et aussi, se rappeler. Aussi, je vais revenir par rapport au reportage. Mais brièvement. Respecter la forêt. Oui, comme absolument. il a dit monsieur, par rapport au saccage. Maintenant, on doit, chaque citoyen, respecter les forêts et planter des arbres. Merci. Planter des arbres, ce sera vraiment, franchement, l'action principale de cette matinée du 21 mars. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Merci à nos invités de nous avoir permis de parler de cette journée particulière réservée à la forêt. Donc, monsieur Chiraoui Abdrahman, expert de la Direction générale des forêts, puis Khaled Youssef, secrétaire général de l'association Tuisa et du réseau Can Arab World. Merci beaucoup. Merci donc de rester avec nous. Le 21 mars, c'est aussi une journée consacrée aux personnes atteintes de trisomie 21. Gros plan tout de suite justement sur un exemple. C'est Sabrina Khlifi qui nous met en valeur ce jeune passionné qui souffre de trisomie et d'autisme également. Et nous retrouverons d'autres invités pour en parler juste après. Mohamed et Amir sont à la fois porteurs de trisomie 21 et d'autisme. Un double handicap peu évoqué.
Un double challenge plus compliqué à comprendre, gérer, encadrer et prendre en charge. Pour les parents, l'entourage et même les professionnels qui, face à ce cumul, se retrouvent souvent démunis. Amir, c'est un trisomie 21 avec des traits autistiques. Amir, il est un peu agressif. Dans un trisomie 21, normalement, il n'est pas agressif, ils ne sont pas agressifs. Il fait des troubles de comportement vraiment énormes. Et Mohamed, et là, c'est un trisomie 21 avec des traits autistiques, avec une maladie rare, la maladie cœliaque. Et la prise en charge d'un enfant trisomie 21, elle est plus facile que quand il s'agit d'un polyhandicap. On appelle ça les polyhandicaps. Dans le centre de l'association Al-Mustaqbal, un programme est mis sur pied avec l'objectif de limiter les comportements inadaptés de ces garçons qui entravent leur développement, les guider vers un usage approprié des jeux, favoriser les interactions sociales et encourager leur autonomie. La journée de Mohamed et Amir, 8h30, ils rentrent. À 9h moins 10, il y a une psychologue. Elle va faire une séance d'une demi-heure jusqu'à 45 minutes. La séance de concentration et la motricité fine. Après, à 10h, il va dans une salle de psychomotricité. Il va faire un peu de mouvement de psychomotricité. Et après, à midi, quand il prend le déjeuner, vers le coup de 13h, il va faire une séance de sport. Après la séance de sport, c'est bon. Il fait ce qu'il veut. Il joue, on lui donne des jouets, des ballons, il fait ce qu'il veut. C'est les jeux de concentration, d'attention, perception et même de motricité fine. On a travaillé sur motricité fine, concentration avec bouger. Je travaille les prérequis du langage. Les prérequis du langage, les animaux, les formes, les couleurs, la motricité fine. Je travaille la motricité fine pour stimuler les doigts. Bien sûr, le matériel, comme les pinces à neige, les pompons, la pâte à modeler, le souffle pour stimuler les organes de langage. Cette pathologie n'est encore que rarement dépistée et traitée. Il est donc nécessaire de sensibiliser les professionnels à l'importance du dépistage d'autisme chez les enfants porteurs de trisomie 21 et à la prévention qui peut en découler. Très bien, bravo. Bravo. Ça. Très bien. Bravo. Voilà, ce sont des enfants très tendres, très affectueux, très gentils, qui demandent justement un accompagnement particulier, ce qui vraiment nous permet aujourd'hui de mettre en valeur les actions en faveur de cette frange de la société. Les personnes atteintes de trisomie 21 sont prises en charge par quelques associations. Elles ne sont pas suffisantes, elles sont assez rares. Et c'est pour ça qu'on salue à travers la présence parmi nous aujourd'hui de Madame Bihoubi Yasmine, chargée de communication pour l'association ANIT, l'effort de tous les bénévoles qui activent dans ce sens. Merci pour l'invitation, je vous remercie au nom de l'association en mon nom. Oui, on vous remercie d'être avec nous pour un témoignage en cette journée particulière réservée à cette frange de la société, donc les personnes atteintes de trisomie 21. Je pense que Mounia Witis, ici présente, va aussi apporter son petit grain de sel par rapport à cette thématique. Bonjour Mounia. Bonjour. Ben justement, on va parler aujourd'hui de l'insertion professionnelle des enfants trisomiques, oui, avec Madame Mihoubi. Justement, elle est là justement pour un peu nous éclairer, absolument, un peu nous expliquer comment que ça se passe. Mais avant de parler de l'insertion professionnelle, il faut aussi parler du parcours des parents, du parcours de ces enfants. Ce n'est pas toujours évident, c'est clair. Donc, comment que ça se passe justement? Dès la naissance, vous prenez en charge les enfants? Exactement.
Je lance un appel pour les parents qui ont entre les bras en ce moment des enfants trisomiques parce que il y avait une période où les parents galéraient pour trouver quelque chose pour ces enfants. Notre époque, par exemple, et j'ai trouvé l'association Anit, elle m'a ouvert les portes et elle a pris mon fils en charge pour l'orthophonie, la scolarité. Et bon, il commence par l'orthophonie, la psychomotricité. Donc dès la naissance, on peut se diriger vers l'association Anit pour l'orthophonie. Oui, pour l'orthophonie, la psychomotricité. D'accord. Et à l'âge de 6 ans, c'est un groupe d'orthophonistes et de psychologues qui font un test pour ces enfants, pour les diriger vers la scolarité. Un test pour savoir s'ils sont aptes à être scolarisés. D'accord. Ils commencent par le préscolaire. À l'âge de 6 ans, ils commencent par le préscolaire. C'est des enfants très très lents Madame Ihoubi est d'abord maman. Hein? Oui, vous avez j'ai un jeune homme de 21 ans qui est atteint de trisomie 21. Voilà, donc vous avez eu du mal, vous disiez au départ, mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce parcours justement? C'est un parcours marathonien, je ne vous cache pas. Hein. C'est difficile. C'est-à-dire, là, je dis alhamdoulilah parce que, comme j'ai dit à Mounia tout à l'heure, quand je lui dis, je l'envoie, quelle heure il me donne l'heure. Oui. Et il yaqra le Coran. Et il écrit un peu le français, il envoie des messages par exemple, il utilise le téléphone, il manipule bien le téléphone. C'est déjà bien. Ils ont de bons réflexes des fois, ils ont des réflexes presque normaux. Mais grâce à l'accompagnement, ils sont très pointueux dans leur travail. Hein. Quand on leur donne quelque chose, ils le font, ils veulent finir leur travail. Ils ne laissent pas le travail à mi-chemin. Exactement. Oui, il faut, bien sûr, l'accompagnement, il faut être suivi, il faut accompagner les parents. Et les parents, il faut que les parents aussi accompagnent leurs enfants parce que c'est des enfants qui ont besoin d'attention, c'est clair. Oui. Donc leur parcours scolaire n'est pas un parcours classique. C'est vrai qu'ils sont scolarisés dans les écoles spécialisées. Ordinaires, mais avec une classe spécialisée, avec une orthophoniste et une éducatrice. Et ils ne sont pas nombreux, ils ne dépassent pas les 12 enfants par classe. Ils font une année en 2 ans parce qu'ils prennent plus de temps pour apprendre. Et quand même, en 2019, il y a un groupe d'enfants qui ont passé la 6e avec les enfants ordinaires. Excellent. Et c'était quelque chose pour l'association. Excellent, ça a dû être émouvant pour l'ensemble. Oui, pour les parents que pour l'association. Et justement, après la 6e, c'est à ce moment-là que commence le parcours, on va dire, la pré-formation professionnelle. C'est-à-dire, ils demandent aux parents si vous voulez laisser l'enfant continuer dans le CEM, mais c'est pas évident. Le CEM, il y a plusieurs matières, c'est un peu plus complexe. Impossible. Oui. Peut-être le parcours se fait avec une auxiliaire, ça peut réussir. Mais on n'a pas essayé de faire ce parcours, c'est-à-dire on les dirige vers le professionnel. D'accord, et c'est-à-dire ils touchent à tout, ils font du dessin sur verre, ils font de la poterie, ils font de la cuisine, ils font du cuir, des sacs en cuir, le tissage à la main. Tout fait à la main, c'est-à-dire pour développer aussi la psychomotricité tahom. C'est-à-dire le manuel tahom, il faut le développer. Et ils le font très très bien. Et ça dure combien de temps ce côté, cette formation entre 2 et 3 ans. Ils continuent à apprendre aussi les matières essentielles, on va dire les mathématiques. Oui. Ils ont même un volet de maths, de tarbiya madaniya, islamia et tout ça au centre. Ou on a le centre de recyclage du papier. Oui. Là, ils font le recyclage du papier. Et ils font des travaux manuels, du dessin et des trucs, des cartes magnifiques. Sur du papier recyclé. Sur du papier recyclé. C'est très bien, oui. D'ailleurs, il y a une expo... Justement, il y a une expo aujourd'hui. Voilà, il y a une expo aujourd'hui de 10h à 14h dans un hôtel. On ne va pas citer le nom de l'hôtel, mais c'est un hôtel assez, on va dire, un hôtel... Non, pour les encourager, je pense qu'on va le citer quand même. C'est du côté de Bebzoar, à côté du centre commercial, le grand hôtel qui est à
côté du centre commercial. Centre commercial de Babouzoua. Voilà, exactement. Il y a une expo. Des œuvres justement de ces enfants. De ces enfants, voilà. Mais peut-être que pour avoir l'information au complet, on va accéder au site de l'association, donc ou la page de l'association. Vous avez une page. Anit Algérie, pour avoir tous les détails. Si vous avez envie d'encourager ces enfants et acheter leurs œuvres. Non, c'est une expo. C'est une expo. Pas une expo vente. Non. Ah bah, mais on aimerait bien qu'il y ait des occasions comme ça pour ces enfants, pour vendre un peu de leurs travaux. C'est des travaux magnifiques, hein. C'est pas pour leur jeter des fleurs, mais c'est la vérité. Hein. Et vous arrivez, avec l'aide des bienfaiteurs, vous arrivez quand même à organiser des expos-ventes aussi de temps en temps. Oui, de temps en temps. Les bienfaiteurs, que je remercie beaucoup, pour le centre. Là où ils sont nos enfants, c'est une location d'un bienfaiteur. Les deux centres, c'est les bienfaiteurs. On a frappé à toutes les portes, rien, aucun écho. D'accord. Oui. Et pour l'insertion professionnelle, au moment où ils veulent commencer à travailler, à avoir un emploi, alors est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile d'avoir un emploi? Comment ça se passe? C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Ouais. L'inclusion, c'est vraiment le problème. Et voilà, vous veillez en tout cas à leur bien-être, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Et vous parliez de bienfaiteurs. Il y a un bienfaiteur ou un ami justement de ces enfants, qui sont adorables. Oui. Qui sont adorables. Belmadi. Donc c'est vrai que les Verts vont jouer bientôt. On leur souhaite bonne chance. Oui. J'imagine que les enfants ont été ravis quelque de le voir. d'extraordinaire pour nos enfants. Oui, il y a des enfants on le voit à l'image, là, vous avez pris des photos et une petite vidéo, voilà. Ils ont leur drapeau, on le remercie beaucoup, Belmadi. Hein. C'est vraiment que c'est quelque chose qui... Ouais, j'imagine leur bonheur. Et même lui, il a dû être heureux ce jour-là. Il a passé un très bon moment avec les enfants. Ça a été repris par les médias et c'est excellent. Une très belle action en faveur des enfants trisomiques. Et justement, on parlait tout à l'heure d'insertion professionnelle. En général, dans quelle branche ils arrivent à trouver un emploi? Généralement, c'est la restauration. Ils sont portés sur la restauration. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport, ils aiment manger, ils aiment le truc, ils aiment faire plaisir aussi. Hein. Oui. Ils adorent faire plaisir. Il faut savoir que les personnes qui travaillent souvent, les personnes qui travaillent dans la restauration, dans la cuisine, dans ce genre de choses, c'est pour justement transmettre quelque chose, pour donner quelque chose, c'est pour ces partager. Enfants. Oui. La restauration, je pense que c'est l'endroit idéal de ces enfants. Alors depuis le début de l'association, depuis le début, les enfants qui ont commencé déjà, ils sont arrivés, où sont-ils arrivés maintenant? Ils ont trouvé un travail, ils sont... comment que ça se passe? Aucun enfant ne travaille. Il y a peut-être une minorité qu'ils ont trouvé par le biais des amis ou quelque chose à être embauché dans un restaurant ou là dans un salon de thé. Mais j'en connais pas, hein. J'en connais pas. Ben, on espère en tout cas que certaines personnes généreuses puissent quand même avoir la gentillesse de les recevoir. Donc tout à l'heure, on continuera de parler de cet aspect, l'inclusion de ces enfants. Mais tout de suite, nous allons découvrir le portrait d'un jeune musicien donc, qui est atteint de trisomie 21. Et nous reviendrons juste après, mesdames, messieurs. Maria Salaheddin, une petite mélomane au goût, penchée sur la musique et le chant arabo-andalou. Douée et passionnée par ce genre musical, son parcours artistique peut être lent, en tout cas bien entamé par le conservatoire de Cheraga. Tout a commencé quand mes grands-parents écoutaient beaucoup la musique andalou et chervier. Donc déjà j'aimais bien ça. Ensuite, ma mère aussi aime bien l'andalou et le violon. Donc justement, on m'a fait l'instrument le violon et j'ai adhéré à l'école académique de Cheraga pour faire de l'andalou. Et j'ai appris à l'apprécier et j'ai beaucoup aimé. Initiée au conservatoire, aux techniques vocales, au chant, au solfège et le jeu sur les différents instruments musicaux, elle a choisi le violon pour accompagner sa voix dans ses prestations musicales. Au début, j'étais petite quand j'ai commencé l'instrument de musique, donc ma mère m'a conseillé de commencer par ça. Car déjà le violon c'est le maître des instruments, en tout cas on dit ça. En plus c'est vrai parce que maintenant je peux jouer de la guitare andalou
assez facilement, donc ça va. Donc voilà. Et j'ai appris, j'ai vraiment aimé le violon, donc j'ai voulu le garder comme instrument. Est-ce qu'il y a d'autres instruments que tu maîtrises à part le violon? Le piano, c'est pas encore, encore acquis complètement, mais ça va. Je sais quand même où est le do, le ré et tout. Je sais faire de la guitare, un peu classique, mais plus andalou. Et voilà. Voilà. À part la musique, au conservatoire, quelles sont les autres formations que tu as pu avoir là-bas? Est-ce que tu as fait du théâtre? Le solfège, j'ai fait du solfège là-bas avec Monsieur Drief. Et on a fait plusieurs choses dans le solfège. On n'est pas encore arrivé au bout, mais pour l'instant, on est encore des débutants. J'ai fait du chant avec Monsieur Mezienne et de l'andalou avec lui. Et je faisais avec Monsieur Metmati quand j'étais en première année pour apprendre déjà du solfège, mais comme de la musique en même temps, parce qu'on apprenait les notes, on apprenait à faire avec l'oreille musicale, et voilà. Après l'école et en compagnie de son frère Islam à la percussion, on improvise des répétitions musicales puisant dans le répertoire ancien ou parfois même contemporain. Ambitieuse, Maria a plein de rêves à réaliser. Lucide, elle ne mélange pas passion et profession. Tout passe par le travail. À part la musique, j'aime bien la natation et la gymnastique et la gymnastique synchronisée. En fait, on danse et en même temps on fait de la gymnastique. J'aime bien être médecin, je ne sais pas pourquoi exactement. Après, j'ai être pilote parce que j'aime bien être dans l'air. Et voilà. J'aimerais bien être violoniste professionnel parce que en vérité je joue bien du violon. Je ne sais pas si c'est très bien, mais j'aimerais bien arriver dans le cran professionnel. Ça va. Visiblement, la musique s'apprécie dans le partage et se transmet en famille. La petite cousine Lynn de 5 ans est déjà embarquée dans le monde de la musique arabo-andalouse. Lynn, tu mets ton truc par là, voilà, et après tu mets sur ton genou. Et c'est le violon de bâton, regarde, tu fais 43, puis après ça. Maintenant, essaye de le faire. Beaucoup de travail attend ces futurs artistes. Et quelle chance de les avoir comme meilleurs gardiens du patrimoine musical algérien. On remercie Lila Ben Aïcha pour cette découverte et justement Salah ad-Din Islam est avec nous en direct par Skype. Donc bonjour Salah. Bonjour. Bonjour, ça va Salah? Ça va et vous?
Ça va bien, très bien. On t'a vu jouer avec ta derbouka, c'est formidable. Qui t'a appris à jouer? Mon prof. Oui. Comment s'appelle ton prof? Il est avec toi là? Non. Ah, d'accord. Monsieur Barras. D'accord. Mais en tout cas, tu joues très bien de la derbouka. Tu aimes cet instrument? Tu aimes la musique? Ah oui, j'aime la musique. Voilà. Et ça fait longtemps que tu joues? Ah, ça fait 17 ans. 17 ans quand même, hein? Et en tout cas, on te souhaite une très bonne fête, Islam. Allô? Salaheddine, tu es toujours là? Ah oui. Oui, Salaheddine, on va pas te laisser partir sans que tu nous joues un morceau, hein. Tout à l'heure, c'était très court, donc là, on va te demander de nous jouer un morceau de derbouka et on te souhaite une très bonne fête. Merci. Ah, c'est carrément le synthé, bravo. Donc un très bel exemple donc d'épanouissement et de bien-être, une réalisation qu'on doit certainement aux parents de Salaheddine Islam. Voilà. Oui, c'est très important le suivi des parents et aussi l'aide des associations, c'est très très important. Mais je pense que Salaheddine ne nous a pas encore quittés, il avait des vœux à transmettre, non? C'est bien ça? Quoi? Oui, tu voulais transmettre des vœux, non? Ah oui. Allez, vas-y, c'est à toi. Pardon? Bonne fête à tous les 13 Excellent, excellent. Donc voilà, tu souhaites une bonne fête à tout le monde et nous aussi, on te souhaite une excellente fête. Bravo pour tout ce que tu réalises. Et à très bientôt, au revoir. Donc voilà, c'était un très bel exemple de dextérité, donc voilà, à travers la musique. Oui, ils sont très manuels, on en parlait tout à l'heure, ils sont très manuels, ils sont souvent orientés vers ce genre de choses, soit de la musique, soit du dessin, ce genre de choses. La chorégraphie, ils le font très très bien. Très, très bien. Ils écoutent bien, ils font leur travail minutieusement et sérieusement. Ils sont très très appliqués, très sérieux, oui. En tout cas, l'image n'a pas omis de capter votre émotion. Donc vous avez les yeux larmoyants, vous avez été ému par ce petit jeune homme. Oui. Et j'imagine un petit peu pourquoi. Donc à travers vous, donc on salue tous les bénévoles de l'association Anit qui existe et qui œuvrent justement pour le bien-être de ces enfants depuis 1992. Donc un long parcours qu'on salue vraiment bien bas. Merci Mounia Ouitis. Je voulais rajouter juste un petit truc, juste rapidement. Madame Mihoubi m'a dit quelque chose hier quand on préparait l'émission. Elle m'a dit, c'est vrai que la trisomie 21, les trisomiques, ils ont un chromosome en plus et c'est le chromosome de l'amour. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Et c'est vrai. Absolument. Merci à vous. C'est le chromosome de l'amour, c'est bien dit. Mounia Ouitis, merci. Merci à ceux qui sont avec nous. On continue dans le siège de la musique, de celle qui adoucit les mœurs, cette fois-ci avec un compte rendu de Riles Ould Hamouda qui s'est déplacé justement au TNA cette semaine pour suivre le concert de cette diva amenée d'Italie, donc Toscana. Donc c'est pour tout de suite, Tosca pardon, donc qui a ravi le public du TNA. Donc un extrait de ce spectacle tout de suite. Elle s'appelle Tosca, l'une des plus belles voix et les plus polyvalentes de la scène italienne. Actrice, chanteuse et chercheuse qui expérimente différents genres artistiques. Fascinée depuis toujours par les musiques du monde,
Ce 19 mars, c'était l'occasion pour le public algérien de découvrir son dernier album, sorti en 2019, Morabeza, et qui signifie hospitalité en cap-verdien. Elle a d'ailleurs collaboré avec des musiciens algériens pour le projet Les Sons de la Voix, à l'issue duquel un documentaire a été réalisé et présenté au Festival du cinéma de Rome en 2019. C'est la première fois que je partage la scène avec Tosca, qui est une chère amie. On se connaît depuis plusieurs années. J'ai participé même dans son film documentaire. C'était l'année 2016 quand elle est passée à Alger. On a partagé des connaissances, je lui ai expliqué un petit peu la musique algérienne et on est resté dans cette amitié jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est la première fois où je chante avec elle. Non seulement je chante avec elle, mais je chante aussi Abdel Halim Haoud, ce qui est un fait inédit dans ma carrière. Donc je pense que là, j'étais plus porté sur la voix que sur l'instrument. Tatiana Tosca compte à son actif 9 albums studio et 6 albums live. Et souvent dans ses textes, elle rend hommage à la diversité méditerranéenne. Pour l'artiste, la prochaine escale sera le théâtre régional d'Oran. Voilà, donc notre artiste se produira ce soir sur les planches du théâtre régional d'Oran, et ce à partir de 19h pour ceux qui souhaiteraient découvrir toutes ces belles fusions musicales de cette artiste italienne avec Selim Dada en l'occurrence. Voilà, merci mesdames, messieurs d'être avec nous. On vous avait promis tout au début de l'émission de parler un petit peu de l'orchestre de Chabi de Montréal et dont le chef d'orchestre est parmi nous ce matin. Bienvenue à Morad Taleb. Merci beaucoup pour l'invitation. Qui est très bien accompagné ce matin, puisque Siham Kendouche est sur le même plateau. Bonjour. Siham. Ça va, ça va. Ça va? Oui. Très bien. Donc avant de parler de l'orchestre Chabi de Montréal, bien sûr, vous transportez notre culture bien loin de la Méditerranée. Hein. C'est ce que nous tentons de faire, justement. C'est pour promouvoir ce genre de musique outre-mer. C'est ça. Oui, voilà. Avant d'en parler avec de plus amples détails, on va laisser Siham nous parler d'un rituel particulier, celui des bougies. Oui, les bougies, ma chère amie. Alors, les bougies, il y en a, vous savez, de toutes les couleurs, toutes les formes. Il y a même des bougies parfumées, etc. Mais pourquoi, en fait, on allume des bougies? Et surtout, chez nous, par exemple, donc, à quelle occasion? Et puis, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est cette symbolique? Pourquoi? Avant de parler de chez nous, je sais qu'on allume une bougie à l'occasion des anniversaires. Par exemple, vous célébrez la naissance. Ça, c'est universel. Oui, c'est universel. Alors, en fait, la bougie, ça célèbre trois, on va dire trois étapes de la vie cruciales. Donc, ce sont la naissance, le mariage et puis la mort. Tout à fait. Donc, ce sont trois étapes très importante que la bougie va illuminer. Donc, c'est en fait un passage. Le passage des ténèbres vers la lumière. C'est un passage obligatoire, certes, mais qui nous fait sortir d'un cycle ou d'un cercle vers autre chose qu'on espère beau. Alors, justement, à la naissance, ça se fait plus, hein, malheureusement, mais à la naissance, le jour de Saint-Va, on allumait un certain temps des bougies et on ornait la table avec la bande tammena. Donc, il y a le tammena, donc c'est du beurre
et du miel, mais aussi accompagné de bougies. Et ça se faisait à une certaine époque, pas très loin. Alors, le mariage, on allume toujours des bougies lors de l'henna, n'est-ce pas? Donc déjà, le henna, le rituel de l'henna, c'est un grand symbole de vie, de fertilité, de bon augure, etc. Et il y a la bougie qui est bien présente. D'ailleurs, elle va avec tabaqa. Et justement, quelle est la symbolique exactement par rapport à ce moment particulier de la mariée? Elle va vivre à autre chose, elle va passer à autre chose. C'est toujours dans l'idée du passage et de la transformation. C'est un passage. Oui. À chaque fois qu'il y a un passage, il y a une lumière qui s'allume. On ne peut pas passer d'un endroit, d'une étape à une autre ou à un autre endroit sans qu'il y ait cette lumière, cette lueur, cet espoir, j'ai envie de dire, qui va vous accompagner vers une autre étape de votre vie. Donc, il y a une bougie pour la mariée et une autre pour le marié. Cette lumière va les faire sortir on va dire, des moments sombres du célibat vers les moments lumineux de vivre ensemble, du couple, du mariage, de l'amour, etc. Exactement. Voilà. Donc, il y a la troisième étape qui, macabre certes, mais qui fait partie de la vie aussi, c'est bien sûr le passage vers l'au-delà. Et il y a ces traditions dans certaines villes algériennes citadines, j'ai envie de dire. On le retrouve par exemple à Tlemcen, Médéa, Miliana, etc. Quand il y a un décès, eh bien, à côté de la dépouille, on allume une bougie. Cette même bougie qui est censée l'accompagner vers un monde qu'on espère meilleur. Alors, pourquoi les anniversaires, justement? Pourquoi on rajoute et on allume les bougies lors de l'anniversaire? Parce que c'est tout simplement une nouvelle naissance. Parce que nous, en fait, c'est comme une peau qu'on change et on va aussi avoir une nouvelle vie, une nouvelle naissance qu'on espère belle et c'est très 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 bon. Chaque année peut augurer justement de nouveaux espoirs, de nouvelles perspectives, de nouvelles résolutions. Voilà. Et pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on va en avance et on avance positivement. Et puis arrivé à un certain âge, on ne met plus les bougies. On en met, mais on triche. On va dire qu'on en met, mais en fait on triche. Voilà. Oui. Ça va pas. À un certain moment, le muadalat ou les réels mutawaziya. Après, on voit plus le gâteau. On va inonder le gâteau. Sinon, donc là, ça, entre nous, tout à fait. Donc, du coup, il faut dire aussi, il y a un autre point qui est très très important. Quand, par exemple, quand on fait un vœu, oui. Et ça c'est universel aussi, c'est vraiment universel. On va dire non, allumer les cierges, c'est surtout dans des églises, c'est dans une autre religion, dans une autre approche. Ben non, je dirais non. Quand on va à Nzoro, Louali, etc., on allume un cierge, on allume une bougie. Hein. Oui, dans les avions c'est très courant. On va chez Sidi Ahmed Ben Youssef, on allume aussi une bougie, Ndowoul Mkan. Donc Ndowoul Mkan, dans la religion musulmane aussi, cela existe parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Beit al-Maqdis et il a dit que ceux qui vont visiter Beit al-Maqdis et l'illuminer et donc illuminer grâce à une bougie ou à un cierge ou à quelque chose ou même mettre de l'encens dans cette mosquée, ils connaîtront le salut aussi. Donc c'est très présent cette figure et cette symbolique de beauté d'un voyage des ténèbres vers la lumière, vers la luminosité. Donc c'est un symbole universel qu'on retrouve un petit peu partout. Il y a, puisque vous êtes là, monsieur, vous connaissez le monde du chabi, donc du chant, etc. Il y a un certain temps, lors de grandes saharat, par exemple, Melouf ou chabi, quand il y a un cheikh, vous savez, à un certain moment, il y avait Rishqa, on mettait une bonne... on faisait choisir, alors, caché ou snewa, et c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir, n'est-ce pas? Et là, il y avait un rituel de Shema, c'est-à-dire qu'on mettait une bougie, et il fallait que le chanteur chante jusqu'à ce que cette bougie, s'éteint. Ouais. Et après, quand elle s'éteint, il y a tout ce qui est sur la bougie qui appartient au chanteur et au cheikh. Et cette tradition a tendance à disparaître. Par contre, elle est belle. Moi, je trouve qu'elle est très très belle. Même au moment de l'henna, là. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui passe pratiquement inaperçu, mais qui est bien présent. On le retrouve un petit peu partout. Moi, je tiens à mes bougies. Donc, des bougies, on a maintenant un petit peu de toutes les couleurs, toutes sortes, de tous les parfums. Choisissez donc une bonne, rose pour l'amour, je dirais. En tout cas, voilà, cette lumière va un petit peu transiter vers la droite. Très donc, bien. depuis Siam Kedmouche, on va parler de notre invité, Mourad Taleb, ici présent, donc qui nous vient de Montréal et qui fait partie d'un collectif, pas moins de 21 musiciens et chanteurs, un peu plus maintenant. Voilà, Entre choristes et musiciens. Oui, vous êtes à combien actuellement? On est à 28. 28, toujours une seule femme ou est-ce que ça a Ouais, évolué? c'est vrai, on n'est pas du tout misogyne, mais on Il n'y a pas beaucoup de femmes. Ouais, on a lancé là mais on n'en trouve pas. Oui. Bah, peut-être qu'elles vont rejoindre le peloton plus tard. Oui, on l'espère. En tout cas, on profite de votre présence à Alger pour parler de cet orchestre Chabi qui s'est imposé depuis quelques années en fait. C'est quand même une jeune formation. Hein. Oui, jeune, c'est 4 à 5 ans voilà. qu'il est né. Ouais. Qui a connu un petit peu une apogée, on dira. Voilà, toutes les lumières étaient posées sur l'orchestre vers 2019. C'est ça, c'était notre premier spectacle en salle qui a suscité un engouement sans précédent. On a joué devant une salle pleine. D'ailleurs, en une semaine, on a écoulé tous les billets. Oui. Et ça c'est ce qui nous a un peu encouragé à en organiser d'autres. Oui. Par la suite, le dernier en date, c'était le 4 décembre dernier. Très bien. Et puis le prochain sera vers le 15 du mois de mai. Très bien, donc c'est imminent, donc vous êtes en pleine répétition, j'imagine, pour ce spectacle qui vous attend, qui sera animé où? Ben, c'est à Montréal toujours. Toujours à Montréal, oui. Toujours à Montréal, mais aussi en table, parce que nous, notre mission, c'est un peu la vulgarisation et la promotion de ce genre musical. Donc, nous sommes invités, nous serons même invités prochainement. Vous savez qu'au Québec, pendant la période estivale, il y a plein de spectacles. Absolument, il y a des festivals partout. Et ben, on est invité, le premier sera le 11 juillet à Sherbrooke, à la ville de Sherbrooke. Oui. Et un autre à Québec et d'autres à Montréal. Et vous êtes plutôt dans les anciens textes ou les nouveautés, un petit peu Chabi moderne? Nous alternons, moderne, j'aime pas cette expression. D'accord, allez-y. J'aime pas trop cette expression. Nous sommes beaucoup plus dans le texte. Très bien. Mais nous, quand même, on fait des chansonnettes. Nous essayons quand même de rendre hommage au Mahboubati, l'Anqa, oui. Des vrais chours d'avancer aussi. Tout à fait. Oui. Alors justement, on va raconter l'histoire de l'orchestre un petit peu, la genèse. La genèse a commencé par une histoire d'amitié, une amitié entre vous et votre acolyte, donc Lamine Djenki, c'est ça? Ouais. Qui lui, vous parliez de textes, Siham, c'est un véritable connaisseur des textes anciens, du répertoire Chabi. Il le connaît sur le bout des doigts. Et cette rencontre a permis justement l'émergence d'idées. Donc d'abord, on jouait ensemble, des mélomanes qui se rencontrent, qui parlent un peu par nostalgie de leur pays, c'est ça? Tout à fait. Mais il n'y a pas que Lamine Djenki, il y a des jeunes aussi qui ont pris l'initiative. Je parle de Alilo qui nous regarde à partir de Montréal. On a Abdou, on a un Crimo aussi qui nous a un peu forcé la main pour ne pas... Parce qu'en 2009, nous avions une association qui s'appelait la Inqawiya, mais qui n'a pas duré. Mais par la suite, donc on est passé par une petite phase de... Ensuite, on a repris, c'était en 2016-2017, on a créé cet orchestre. Et l'orchestre, il est le premier en Amérique du Nord. Pas une troupe, bien sûr, mais c'est un orchestre un peu fusion parce que ça suscite un peu de l'engouement. Oui. On a un contrebassiste qui vient de l'Argentine, on a un violoniste qui vient de l'Iran, un autre qui vient de la Belgique. Et puis, de plus en plus, on a de la demande des personnes qui veulent intégrer notre orchestre. Bon, en tout cas, vous, cette partie musique vous appartient, vous êtes le chef d'orchestre, les arrangements, la rythmique, tout ça, c'est vous qui gérez, mais sans passer par le... Impossible de ne pas soumettre les textes à votre acolyte, n'est-ce pas? C'est Lamine Djenki qui valide d'abord les textes. Sans lui, l'orchestre... les rimes, les erreurs de transcription, tout ça, il ne laisse rien passer filtrer. Rien. Oui. C'est un peu c'est le ciseau, en fait. Voilà. Donc, il pèse au peigne fin. Donc, il passe en revue tous les textes que nous chantons. Il nous l'explique avant de les chanter. Oui, ça, c'est bien aussi. Oui, ça, il faudra qu'on comprenne ce qu'on va chanter pour le public.
Oui, pour mieux le ressentir d'abord. Oui, c'est un petit peu le combat aussi de Siham Kendouch quand elle monte sur scène, parce qu'elle est conteuse et aussi elle aime travailler sur la vulgarisation de ce patrimoine, le landalou, le shabi en l'occurrence. Parce que c'est bien de connaître l'histoire qui a donné naissance à ce texte, et c'est bien aussi, c'est excellent de comprendre ce que nous sommes en train de dire, de raconter cette histoire tout en chantant. Moi j'aime bien, en fait, ça doit rester, c'est une identité à part entière. Voilà. Il faut garder. Dar Siqdour ou Mknessia, ça c'est du fort. Et bien justement, Jenki avait participé, assisté des chours dans l'exégèse des textes poétiques, à l'instar de Mknessia que tu viens de citer. Et justement, donc il a participé aux travaux retraçant le parcours de Sidi Qdour l'Alami. Voilà, c'était vraiment une participation très très remarquée de votre ami, n'est-ce pas? Ouais, c'est très bon ami. Et vous l'avez souvent chanté, le Mknessia? Non, le Meknessia, c'est un texte un peu plus lourd à chanter en face d'un public. Pour un spectacle d'1 heure, de 2 heures. C'est lent. C'est un peu lent. Nous essayons un peu de textes un peu plus soft. Et bien justement, tout de suite, un exemple avec Rahel Ghali. Voilà, on va écouter l'orchestre tout de suite. Merci.
ici présent nous disait que le public qui suivait justement ce spectacle était ému aux larmes, c'est bien ça? Parce que c'était un public majoritairement maghrébin. Oui, si vous voulez, mais il y avait quand même d'autres communautés présentes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait des textes, on ne pouvait pas se permettre de chanter des textes un peu lents, parce que quand même notre public est assez varié, et même dans un public essentiellement algérien, mais maghrébin, mais c'est bulgare, québécois, canadien, etc. Oui, en tout cas, c'est ça, les publics sont multiples, les Canadiens arrivent à savourer votre musique. En tout cas, on voit l'orchestration, sa manière de se placer sur scène, on voit la qualité de la rythmique, etc. Et ça a séduit le public, entre autres, du Festival Orientalis en 2019. C'était un spectacle extraordinaire. Tout à fait, c'était notre premier spectacle à l'extérieur. C'était un festival qui est très connu à Montréal, un festival que même ça a suscité un engouement aussi, un public assez varié, enfin, qui viennent de différentes communautés. Ça a été un peu le début, un peu. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est quand même une rencontre prestigieuse. Tout à fait. Voilà, des musiques du monde. Et ça vous a permis un petit peu de faire connaître votre culture. Tout à fait. C'est un peu l'objectif de la création de l'orchestre, l'OCM. Absolument, c'est de promouvoir ce genre musical outre-mer, en Amérique du Nord. On est le premier orchestre chabi en Amérique du Nord. Pas une troupe évidemment, mais un orchestre. Super. Ouais. Vous n'aviez pas peur au départ? Vous ne vous disiez pas, est-ce que, voilà, on chante dans une autre langue, dans un style musical complètement décalé, comment on va En fait, non, mais c'était un défi, justement. Vous êtes aventurier? Ah oui. Ouais, je comprends. Merci. Je comprends, oui. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. Et puis nous arrivons quand même graduellement à faire passer le message. Et puis nous comptons, dans un futur proche, créer une petite école, justement. Parce que nos enfants, quand même, ils sont quelque part déracinés et qui connaissent de moins en moins un peu notre patrimoine culturel. Donc c'est pour leur inculquer ça, parce que demain, nous allons partir et il doit y avoir une autre génération qui va prendre le flambeau. Oui, c'est bien de perpétuer tout cela. En tout cas, c'est un petit peu votre combat, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Hein. Donc cette rencontre musicale, j'imagine, ça a dû épanouir plus d'un. Vous êtes nombreux, je vois un orchestre quand même, un grand orchestre, donc vous êtes nombreux à pratiquer cette musique à Montréal et au Canada. Moi, il y en a plus que ça. Ça, ce que vous voyez là, ce qu'on arrive à mettre sur scène. Mais les autres, on les prépare justement. C'est-à-dire que nous avons plusieurs personnes que nous préparons si jamais il y a quelqu'un qui part, etc., donc on peut le remplacer. En tout cas, c'est devenu franchement l'escale incontournable pour tous les artistes qui se déplacent au Québec ou au Canada de manière générale, donc qui arrivent à Montréal. Incontournable, l'OCM, il faut qu'ils vous contactent et ça devient des amis. Et vous les avez impliqués pendant la pandémie, vous en avez reçu quelques-uns, n'est-ce pas? Oui, comme Hamidou, les Chao, Naïma Dziria, entre autres. Naïma Dziria, que j'ai eu avec beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Oui, Chercine des bémols, vous rend visite souvent aussi. J'ai des bémols, Chao. Ouais. Ils aiment cette synergie, ils gardent un bon souvenir, mais j'ai l'impression que vous préparez quelque chose qui se mijote autour de ces artistes que vous recevez à chaque fois. Écoutez, ce sont nos aînés, ce sont avec lesquels nous avons appris directement, indirectement, donc quand même, c'est une belle couloir de transmission. Donc, et quand ils arrivent, ils jouent avec vous, ils font des répétitions, etc. Ce sont des répétitions que vous enregistrez? En fait, non, quand on les reçoit au niveau de notre siège, c'est juste pour leur rendre hommage. D'accord. Pour leur rendre hommage et puis nous essayons de papoter avec eux pour prendre un peu de leur expérience, etc. Donc, voilà. Et puis c'est encourageant quand même. On est un orchestre naissant. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a même des papis, il y a même ceux qui n'ont jamais fait de la scène. Donc côtoyer ce genre de monument de notre musique, quand même, c'est réconfortant et puis c'est encourageant même.
Oui, en tout cas, vous étiez sur un élan extraordinaire lorsque la pandémie s'est installée et ça a impacté en fait le monde musical à travers la planète. Et j'imagine que vous n'avez pas été épargné par cela. Oui, on n'a pas été épargné justement. Et puis nous avons essayé d'être un peu imaginatifs. Nous avons essayé de faire des répétitions via Zoom. Je crois que ce n'est pas le moyen idoine, mais nous avons essayé moins, mais avec Lamine Jenki justement, d'expliquer un peu les textes, pour rester un peu dans la dynamique. C'était ça le but. Oui, ça a permis un petit peu à plein de groupes de survivre pendant cette pandémie. C'est difficile. Sanitaire, c'était difficile. C'était très difficile. Ils ont essayé comme ils ont pu. On a vu beaucoup d'exemples à travers justement l'Algérie et même ailleurs. Donc, et en tout cas, nous, on a été ravis d'écouter ce premier extrait. On en a un deuxième en régie. Il est tout prêt. On va encore vous écouter dans une autre interprétation. Voilà, là c'était l'orchestre du Chaabi de Montréal, dont le chef d'orchestre est parmi nous aujourd'hui, mesdames, messieurs. Il s'agit de Mourad Taleb, ici présent. Bienvenue encore une fois. Merci. Voilà, vous êtes en séjour familial, vous préparez Ramadan ici ou... Non, je dois repartir. J'ai laissé ma petite famille là-bas. D'accord. Donc je dois repartir. Je suis venu pour quelques jours, me ressourcer, voir un peu la famille. Ça se passe bien, votre séjour se déroule au mieux, j'imagine. Oui. J'espère qu'il y aura beaucoup de soleil cette semaine, comme ça vous emporterez quelques rayons vers vos amis qui vous attendent. Donc, tout à fait, c'est ce qu'on me dit. Voilà, donc j'imagine un peu votre bonheur d'avoir réalisé un tel exploit, de regrouper des musiciens algériens, de parler un petit peu de culture algérienne, de la présenter, de la représenter. Donc aujourd'hui, vous êtes loin de cette époque d'amateur, hein. Vous êtes vraiment dans une structure très professionnelle.
Je ne sais pas si je peux me permettre de dire que c'est professionnel parce qu'en fait, ça, on le fait beaucoup plus par vocation. J'imagine. Puis voilà, et puis on s'est Le dit- professionnel n'empêche pas la passion, hein, n'est-ce pas, Siam? Écoutez, on peut joindre l'utile à l'agréable. On peut faire les deux en même temps, je suppose, oui. Oui, mais pas Suivez trop. mon regard, je pense que... Absolument. C'est vrai que On dans en a un l'orchestre, exemple. il recèle quand même, on a des profs titulaires dans différentes universités, des directeurs généraux, des gens qui ont réussi. Oui. Donc c'est une rencontre un peu amicale et puis, comme je le disais tantôt, c'est pour perpétuer ce genre de musical et puis pour nous faire plaisir. Oui. C'est des rencontres hebdomadaires. Voilà. Et vous revisitez ces textes, vous revisitez aussi les mélodies. En fait, on a vu des arrangements assez spécifiques dans les deux extraits qu'on vient d'écouter. Sur le plan des textes, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc c'est Lemon Junkie qui nous corrige les textes, qui nous les explique. Mais côté musical, nous essayons d'apporter une touche un peu, voilà. Sinon, l'existence d'un orchestre pour reproduire ce qui a été fait, c'est pas assez intéressant. Donc, on s'était dit quand même comment est-ce qu'on peut faire un peu embellir cette musique-là avec des touches, quelques petits arrangements. Voilà, on a vu par exemple un alignement de banjo comme ça, où on n'a pas l'habitude de voir ce type d'orchestration. On essaie Oui, il y a quand même une ligne carrément de Bon Jovi. Ouais. Et c'est bien, ça a l'air frais. On n'a pas écouté tout le concert, mais j'imagine que ça part de différents rythmes, un peu lents, Différents rythmes, différents modes. Et puis aussi, nous essayons à travers nos spectacles de rendre hommage à tous les chouyours. Enfin, les Amr Zahil, les Aqis, Mahboubati. Donc à chaque fois, nous essayons de rendre un hommage, et puis Fadila Zere aussi. À chaque spectacle, nous essayons de rendre hommage à travers Vous-même, vous avez connu Amr Zahil, Allah yarhamou. Allah yarhamou, c'est le voisin. Oui. Et vous avez aussi accompagné Mohamed Felleg dans ces spectacles en tant que violoniste. C'était Babo Australie, c'était dans les années 90, 91. Je jouais avec lui du violon. C'était Babo Australie. Oui, tout à fait, Babo l'Australie avec Mohamed Felleg et vous étiez l'accompagnateur, cette musique qu'on écoutait comme ça, vraiment en fond. Et en tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Je pense qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Ah voilà, le générique est déjà parti. Voilà, on a été ravis de vous recevoir, Mourad Taleb. On salue toute la communauté qui se trouve actuellement au Canada à travers vous. Merci une fois de plus, je vous remercie pour cette invitation. Je suis très très honoré de vous rencontrer aujourd'hui. Je salue tout le public de notre communauté à Montréal, les membres de l'orchestre et tous mes amis, ma petite famille qui me regarde, et la grande famille aussi, puis tous les amis. Je ne peux pas les citer. C'est pas évident, pas évident. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vous suivent ce matin et qu'ils apprécient le coucou que vous venez de leur offrir. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. Merci Siham. Merci. Rendez-vous est pris pour demain. Demain, oui, sans faute. Voilà, vous retrouverez Siham Kenouch dès demain, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon début de printemps. Donc, au revoir et à demain.